Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. On est ensemble tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts et tous les mois grâce à nos partenaires Odoxa, Mascaret. On vous propose ce baromètre qui scrute la popularité et les traits d'image des personnalités politiques et en premier lieu du président de la République. Trop brutal, inapte au dialogue, éloigné de leurs préoccupations. Voilà comment une large majorité de Français qualifie Emmanuel Macron. Et c'est dans ce contexte ultra négatif qu'il multiplie les déplacements sur le terrain. Comme aujourd'hui à Vendôme, on analysera cette stratégie de reconquête dans une minute. Et puis pour notre débat de société, vous le savez, volontairement décalé de l'actualité du jour, c'est un zoom sur les pesticides que je vous propose avec des agriculteurs qui en ont marre d'être montrés du doigt. C'est énervant de se lever le matin et puis de dire qu'il y a des gens, ils croient qu'on est là pour les intoxiquer, les polluer. Alors que nous, c'est pas notre but. Nous, c'est de faire pousser une plante, qu'elle soit saine, et de la récolter pour nourrir la population. Quels sont les dangers sanitaires liés aux pesticides? Peut-on s'en passer et réussir à nourrir près de 10 milliards d'humains en 2050? Les interdits français sont-ils plus nombreux et plus stricts que dans d'autres pays d'Europe? On répond à toutes ces questions dans 45 minutes. Mais d'abord, le constat d'un duo exécutif en mal d'amour avec Mathias Araez. Une impopularité qui lui colle à la peau. Malgré une volonté affichée de tourner la page des retraites, Emmanuel Macron stagne dans l'estime des Français. 70% d'entre eux pensent qu'il est un mauvais président. Un taux qui n'évolue pas par rapport au mois dernier. Pire, le chef de l'État est brutal pour 65% des Français. Pour le qualificatif compétent, Emmanuel Macron ne convainc plus que 36% des sondés. C'est 13 points de moins qu'au moment de sa réélection il y a un an. Enfin, ils ne sont que 17% à estimer que le président de la République est proche de leurs préoccupations. Pour Elisabeth Borne, le constat est le même. 28% d'opinion favorable, une donnée stable depuis le mois dernier. Seul Manuel Valls, en 2016, pendant la loi travail, était descendu plus bas. Pour 61% des Français, la locataire de Matignon n'est pas compétente. C'est 31 points de plus qu'au moment de sa nomination. 72% l'estiment fermée au dialogue. Et pour 66% d'entre eux, elle ne peut plus rester à la tête du gouvernement. Et on va reprendre ces chiffres, évidemment, les détailler, les analyser avec Céline Braque. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes directrice générale d'Odoxa. Mathieu Souquier, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, consultant essayiste spécialisé en sciences politiques. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bienvenue Jean-Sébastien, fondateur, directeur d'Atlantico. Avec nous également en duplex, Yves Sancy, qui est le senior partner de Mascaret, qui scrute donc les réseaux sociaux, les médias sociaux dans le cadre de ce baromètre. Bonsoir. Et bienvenue. Émilie Zapalski, éditorialiste, à mes côtés comme 2 fois par semaine, 1 fois par semaine depuis quelques mois. Bienvenue à vous, Émilie. Premier constat, c'est une braque. On va revoir certains des chiffres qui ont été donnés issus de ce baromètre qui est en partenariat avec Public Sénat et aussi la presse régionale. Vous retrouvez ces résultats dans vos quotidiens ou dans vos magazines régionaux. Les Français ne sont pas passés à autre chose. Si on veut réussir ça en une phrase, c'est vrai que dans votre sujet, on disait le président veut tourner la page. C'est très clairement ce qu'il montre, ce qu'il veut. Mais non, les Français, ça leur reste en travers de la gorge. J'entendais qu'à l'Élysée, on disait OK, de toute façon, on va arrêter les mesures salées, on va passer au sucré. Mais c'est un peu comme si les gens n'avaient pas supporté le plat de résistance, qui faisait une grosse indigestion et qu'on leur disait et maintenant le dessert. Et non, en fait, on n'a plus faim, c'est trop tôt, on veut faire une pause. Et donc, le fait de voir le président comme ça tout le temps, tous les jours, même s'il leur annonce qu'on est passé au dessert, eh bien, ça ne passe pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la popularité du président, elle est faible. Enfin, il y a 70% de mauvaises opinions. 30% de bonnes opinions, ça n'a pas encore baissé. C'est une évolution sur un mois. Le baromètre, c'est mois par mois sur ce niveau de popularité. Ça ne bouge pas, là. C'était pareil. Alors, ça avait beaucoup baissé le mois dernier. Il avait perdu 6 points. Il a perdu 11 points depuis l'annonce de la réforme des retraites. Pour Elisabeth Borne, elle a perdu plus vite du terrain et là, elle stagne. Ce sont des niveaux bas.
Et derrière cela, alors on rentrera sans doute dans le détail tout à l'heure, mais on voit qu'il y a beaucoup de qualificatifs. Alors on peut en retenir un, extrêmement sévère. Le terme brutal quand même qui ressort, et ça, il faut que vous nous détailliez effectivement le résultat sur ce trait d'image spécifiquement. Voilà, c'est-à-dire qu'il est dynamique, ça les Français le disent, 55% disent il est dynamique, mais ils sont 65% à dire c'est quelqu'un de brutal. C'est 16 points de plus depuis son élection. Ça veut dire Parce que là, le comparatif est sur un an, on est bien d'accord. Pardon, excusez-moi. Oui, là, c'est sur un an. Ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui lui était quand même attribué, c'est-à-dire le fait que ce soit quelqu'un qui passe en force. Mais cette réforme des retraites, c'est vraiment le symbole de la réforme que l'on passe au forceps, que l'on impose. Il y a aussi un autre attribut qui est le fait que les Français considèrent qu'il n'est pas ouvert au dialogue. 80% des Français le disent. Et c'est vrai qu'il a beau, lui, aller sur le terrain en disant... ça, on y reviendra un peu plus tard. Moi, je parle, et vous ne m'écoutez pas, vous bouchez les oreilles. Mais en fait, au départ... C'est à lui qu'on reproche cela. Oui, c'est ça qui est intéressant. On y reviendra en détail sur ces autres traits d'image. Mathieu Souquier, si on prend un peu de recul historiquement, de toute façon, on le sait bien, les réformes des retraites rendent rarement l'exécutif populaire. Mais est-ce qu'il y a là une dimension supplémentaire, justement avec, vous l'évoquiez, cet empilement d'outils d'efficacité constitutionnelle, on pourrait appeler ça comme ça, qui sont tous légaux, mais qui se sont succédés. Est-ce que il y a ce cran supplémentaire dans, j'allais dire la détestation, c'est peut-être un peu fort, mais on n'en est pas loin pour ça. Non, je ne crois pas que ce soit fort, justement. Le pouvoir est une école d'impopularité. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nouveauté. Alors, l'impopularité d'une première ministre ou d'un président de la République, ça ne vaut pas la même chose, parce qu'une première ministre, on peut la remercier et la remplacer. Donc, ce n'est pas un problème insoluble, l'impopularité à Matignon. L'impopularité à l'Élysée, c'est plus compliqué. Et même si, pour le coup, il y a des précédents en matière d'impopularité et de défiance, et même, on a tous ressorti les cotes concernant Nicolas Sarkozy, François Hollande, etc. Il y a eu parfois pire qu'Emmanuel Macron. Il y a effectivement une spécificité qui concerne Emmanuel Macron. Il y a la défiance, mais il y a la défiance avec la longévité. C'est-à-dire que les niveaux de défiance atteints par ses prédécesseurs, c'était en deuxième partie de quinquennat, en deuxième partie de mandat, et à l'approche d'un rendez-vous démocratique qui était la future élection présidentielle. Là, le problème, c'est qu'on ne fête pas le premier anniversaire de Macron à l'Élysée, mais le 6e anniversaire d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc le niveau de défiance, il intervient beaucoup plus tôt que d'habitude. Et par ailleurs, si on compare simplement avec son prédécesseur, c'est une défiance qui ne génère pas, comme avec François Hollande, dont la présidence était dite normale, ou en fait très horizontale par rapport à celle d'Emmanuel Macron. François Hollande, quand ça marchait, l'opinion le considérait comme plutôt sympathique. Alors, je ne sais pas si c'est une qualité qui est importante pour un chef d'État, mais les gens le trouvaient plutôt sympa, parce qu'il ressemblait à tout le monde. Et puis quand ça s'est inversé, les gens l'ont trouvé à tort ou à raison nul. Et du coup, le sentiment suscité, c'était du mépris. C'est ce que j'allais dire. Et oui, alors je ne sais pas ce qu'il vaut mieux choisir entre le mépris et la détestation, mais on voit bien que dans le contexte, en tout cas, la détestation que la présidence ultra-verticale d'Emmanuel Macron suscite a quelque chose d'inédit et de dangereux. L'ancien candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle, Yannick Jadot, va jusqu'à parler d'une dérive illibérale d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous jugez ce qualificatif exagéré, Jean-Sébastien Ferjou ? Illibéral, on voit bien que ça renvoie à Viktor Orban, puisque c'est Viktor Orban qui a revendiqué ce terme de démocratie illibérale. On n'est pas tout à fait quand même au niveau de la Hongrie. En revanche, je pense que oui, on est entré sur un chemin, quand on voit en termes de restriction des libertés publiques, on l'avait déjà connu au moment du Covid, sans que ce soit proportionné à de véritables exigences ou en tout cas efficacité sanitaire. Et là, on le voit, regardez, aujourd'hui, les manifestations avaient encore été interdites et l'arrêté préfectoral a été annulé par le tribunal administratif. Par la justice. Je pense qu'en termes de liberté publique, oui, il y a quelque chose d'inquiétant dans ce que le gouvernement est en train de mettre en œuvre, même si, évidemment, même s'il allait plus loin, nous serions encore très très loin de la dictature. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très personnel avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est une détestation personnelle, elle n'est pas très politique. Est-ce que c'était pas déjà ça avec Nicolas Sarkozy, par exemple ? Mais justement non. C'était plus politique que personnel. Il y avait une dimension personnelle. Nicolas Sarkozy pouvait irriter les gens, mais il y avait quand même toujours la gauche et la droite. Donc il y avait quand même des gens de droite qui continuaient. Alors, il pouvait irriter aussi parfois chez certains à droite, mais ça s'inscrivait quand même dans un paysage politique, parce que là, il y a quelque chose... Moi, je trouve qu'il y a une règle non écrite de la démocratie dont on parle assez peu. Pour que la démocratie fonctionne, il ne faut pas uniquement respecter les institutions. Il faut que l'alternance paraisse possible.
Et là, parce qu'Emmanuel Macron a nié le clivage gauche-droite, parce qu'il a essayé de lui substituer un clivage les raisonnables contre les déraisonnables, le cercle de la raison contre les populistes, les démagogues, les extrémistes et que sais-je comme qualificatif, qui discréditent absolument les autres. Il ne considère pas que ce sont des adversaires politiques, il considère que ce sont des dangers. Et là, dans la mesure où il y a par ailleurs une espèce de tripartition du paysage politique français, vous avez un bloc à gauche qui a l'impression qu'il n'arrivera jamais au pouvoir, et vous avez un bloc à droite qui se sent exclu aussi du pouvoir. Et donc cette détestation qu'il entretient, parce que c'est comme si elle était à hauteur d'homme en quelque sorte quand les gens lui répondent, on voit bien que c'est comme s'il y avait vraiment un lien. Quand il a dit qu'il était prêt à emmerder les non-vaccinés ou un certain nombre de ces petites phrases, c'est quelque chose que les gens prennent pour eux. Ils ne le prennent pas pour eux comme je suis de gauche et je suis agacé par un président de droite ou réciproquement. Ils le prennent comme quelque chose vraiment sur un terrain interpersonnel. C'est Emmanuel Macron lui-même qui les horripile dans un paysage de ruines politiques, et ça, c'est inquiétant. Émilie, moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre événement aussi. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que pendant son premier quinquennat, finalement, il a tout de suite eu cette image président des riches, un peu brutale, justement, ISF, suppression de l'ISF. Et puis, très rapidement, on a quand même eu le Covid, suivi ensuite par la guerre en Ukraine. Et du coup, c'est devenu plutôt l'État-providence. En passant par l'étape Gilets jaunes. En passant par l'étape Gilets jaunes. Et dans ces moments-là, il a été plutôt un président protecteur qui a donné du pouvoir d'achat aux Gilets jaunes, ce qu'il a donné 17 milliards, et qui a protégé les Français pendant le Covid. En fait, il a pris une autre casquette que les gens ont pris finalement, puisqu'ils se sont mis sous sa coupe. Covid oblige, on a suivi tout ce qu'il demandait. Donc il a eu une image complètement différente. Et là, avec la réforme des retraites, ça y est, on a le Emmanuel Macron c'est le retour du premier Emmanuel Macron des premiers du vrai temps. Emmanuel Macron. Et ça, je pense que les gens, on entend cette petite musique du président des riches, de celui qui cautionne les intérêts économiques des plus riches, des plus âgés, des plus riches. Ça revient, cette petite musique, comme si ça avait été un petit peu gommé. Et ça, je pense que les gens ne pardonne pas, d'autant plus qu'il a distribué énormément et que là, tout d'un coup, pour 12 milliards d'euros par an, il va faire toute une réforme qui est en effet très brutalement mise en œuvre et imposée. Je voudrais qu'on regarde, Céline, les traits d'image de la Première ministre. On a vu le chiffre général, elle est à peine moins impopulaire que le président de la République. Que disent les Français que vous avez sondés, tiens, par exemple, de sa compétence, de sa capacité au dialogue? Qu'est-ce qui ressort? Elisabeth Borne, elle ressemble, quand on compare les qualificatifs avec ceux d'Emmanuel Macron, c'est très proche. Elle est toutefois jugée moins brutale. Alors, on est à 53%, on était à 65%, donc on est à 65% pour Emmanuel Macron. Mais pour le reste, c'est quand même très mauvais. C'est-à-dire que sur sa compétence, on a 6 Français sur 10 qui trouvent qu'elle n'est pas compétente. Avec une chute vertigineuse en un an. 31 points de perte en un an. 32 points de perte sur le dynamisme. Elle, pour le coup, elle n'est pas jugée dynamique, contrairement à Emmanuel Macron. Elle est considérée comme pas ouverte au dialogue, 72% des Français le disent, et ça a baissé, 24 points. C'est vrai qu'elle a été vendue entre guillemets, parce que beaucoup de gens ne la connaissaient pas, comme étant la première ministre qui pourrait parler aux syndicats. Et donc, les Français se disaient, après tout, pourquoi pas? Bon, là, vraisemblablement, ils sont plus trop tapés de cet avis-là. Elle n'est pas vue comme quelqu'un de sympathique. 74% des gens la trouvent pas sympathique, pas proche des préoccupations des Français. 76%, moins 17 points. Ce qui fait que Quand on se pose la question de son avenir, ça c'est intéressant. Voilà, aussi. c'est-à-dire quand on demande. La question c'est peut-elle rester Premier ministre? Voilà, la réponse c'est non à 66%, sachant que c'est logique. 64% nous disent elle ne peut pas réformer le pays, donc ça va quand même un peu ensemble. C'est pour Elisabeth Borne, ça a baissé très très vite, mais elle s'est très vite rendue impopulaire. Elle a protégé un petit peu le président au début, et puis au moment de la réforme des retraites, patatras, Emmanuel Macron a perdu aussi énormément de terrain. Donc c'est vraiment la première ministre qui, en ce moment, ne permet plus du tout d'accaparer une part d'impopularité qui pourrait protéger le président de la République. Le président de la République. Et qui pourrait permettre aux réformes, y compris aux choses qui ne sont pas des réformes en fait, mais par exemple l'augmentation des salaires des enseignants, le fait qu'on ne perde plus de points quand on fait un petit excès de vitesse, ce genre d'annonce-là devrait lui mettre à son crédit ou être mise au crédit d'Emmanuel Macron.
Eh bien, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment. C'est vraiment un moment où les gens considèrent que tout ça c'est de la com, tout ça c'est du marketing. Alors, voilà. Alors, est-ce que c'est de la com ou du marketing? Je ne sais pas, Mathieu Souquier, mais le président de la République, il a donné à sa première ministre la mission d'élargir sa majorité et 100 jours pour faire avancer ces 3 chantiers prioritaires. C'est quoi? C'est de l'incantation? Alors, je ne sais pas, en tout état de cause, il y avait dans l'identité politique initiale, je ne sais pas si c'est peut-être un peu excessif de parler d'identité politique, mais d'Elisabeth Borne, effectivement, la compétence, on disait c'est une femme compétente, une femme de dossier qui va tenir les choses, etc. Et puis c'est une femme de dialogue. Puis on ajoutait même, elle vient de la gauche. Bon, le problème, c'est que sa compétence a été mise à rude épreuve, son sens du dialogue également, et puis elle a porté une réforme qu'on peut difficilement associer à la gauche. Quant au cap politique, précisément, et à la feuille de route que lui donne le président de la République, la difficulté tient quand même au fait qu'on ne sait plus très bien où on va. Il y a une ultra-plasticité du macronisme, mais je me souviens qu'au lendemain de sa nomination, enfin le jour de sa nomination, dans un tweet, le président de la République lui souhaitait bonne chance et lui disait 1. Planification écologique, 2. École, 3. Santé. Et donc on voit que, en fait, 9 mois après, cette feuille de route-là, ces priorités politiques-là, n'ont pas du tout été respectées. Sachant qu'à chaque intervention, le président change de priorité. Exactement, y compris dans ces trois interventions récentes. Donc forcément, on s'y perd. Et je pense que l'ultra-verticalité sur la forme et l'ultra-plasticité sur le fond finit aussi par se payer. Et la Première ministre en subit elle-même les conséquences. Sur la mission ou la feuille de route effectivement donnée à la Première ministre, je veux bien entendre votre avis. Jean-Sébastien Ferjou, je disais, c'est incantatoire, c'est-à-dire que c'est une mission impossible, on l'a dit des dizaines de fois depuis 15 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Au mieux, c'est un exercice un peu sadique. Parce que, non, mais franchement, lui demander de présenter une feuille de route dans le contexte actuel, c'est absurde. Et au pire, et je pense que c'est là le plus grave, c'est encore une fois démonétiser, c'est l'escalade dans la démonétisation de la parole publique. À quoi ça rime de donner une feuille de route à quelqu'un dans un contexte politique où, de toute façon, elle ne peut pas la déployer, quoi qu'il en soit? Il n'y aura pas de majorité élargie, il n'y aura vraisemblablement pas de majorité par projet, et la majorité elle-même, la majorité relative, celle qui soutient le gouvernement, est elle-même en plein trouble. Donc c'est totalement absurde de faire comme si tout ça n'existait pas. Et moi, je trouve que c'est inquiétant parce qu'on voit des interventions du président de la République, il fait des promesses. Le sujet n'est pas la promesse en soi, mais alors là, dans le Parisien, on va maintenant isoler toutes les écoles, mais souvenez-vous, il y avait un dimanche, il s'était réveillé, il voulait construire des RER dans toutes les métropoles de France. À chaque fois, il n'y a pas de plan de financement, pas de calendrier, il n'y a pas de concertation avec les gens qui sont censés prendre des décisions, les présidents de région ou les machins. Mais peu importe, il nous fait les annonces quand même. Et c'est grave d'un point de vue démocratique. C'est grave de démonétiser. Sarko faisait ça très bien à son époque. Je pense qu'il y avait un peu plus de fonds politiques et de négociations quand même. Il y avait une majorité, il y avait un gouvernement, il y avait des personnalités qui pouvaient s'opposer au président. Là, on voit bien que ça n'est pas le cas parce que le banc de touche du macronisme, il est très faible. Et la promesse initiale, au-delà de la plasticité idéologique, la promesse initiale, c'était quoi? C'était « Ok, je vais vous débarrasser de la gauche et de la droite parce que c'est ringard, ils sont tous nuls, machin, etc. Mais on va être efficace. » Mais non, il n'a pas été efficace. Et la brutalité... Et rassembleur, en fait. La brutalité, oui, absolument. Ce sont les deux promesses du Macron. La perception de la brutalité, elle vient de là. Quand vous prétendez savoir mieux que tout le monde, ça marche peut-être si vous êtes efficace. Mais là, les Français ont sous les yeux l'école, l'hôpital, l'énergie. On voit bien que ça ne marche pas. Donc l'incompétence plus le fait de ne consulter personne, oui, c'est perçu comme de la brutalité. On n'a pas encore donné la parole à Yves Sancy pour se tourner vers la partie réseaux sociaux, médias sociaux de ce baromètre Odoxa Mascaré, avec un président de la République qui avait été plutôt discret volontairement, je dis plutôt discret volontairement pendant 3 mois. Là, il revient en force. À quel niveau de présence dans les réseaux sociaux, si on compare les époques? Tout à fait, une présence totale, si j'ose dire. C'est-à-dire que si on observe les conversations sur les réseaux sociaux comme on le fait, on voit bien qu'il y a un moment de changement, c'est ce qu'on a appelé l'effet 49.3. Et cet effet 49.3, avant, il y avait une relative absence d'Emmanuel Macron sur la scène intérieure. Depuis, il y a une présence totale avec, on l'a dit, une contestation à la fois personnelle, puisque on va dire que c'est Emmanuel Macron qui fait l'objet de tous les ressentiments, à la fois sur la question de la réforme, mais également sur la pratique du gouvernement. Mais je dirais que on a une montée du champ lexical qui va vers une radicalisation très très forte et qui marque quelque chose de nouveau quand même. Cette radicalisation et cette contestation, elle n'est pas institutionnelle en réalité. Il n'y a pas de contestation institutionnelle, mais par contre, elle est sur une personnalité et sur la pratique de gouvernement.
Quand je dis sur la pratique de gouvernement, c'est que ce 49.3 et ce qui s'en est suivi, et peut-être aussi une stratégie qui a consisté à dire le gouvernement et le président sont du côté des institutions, or il n'y a pas d'attaque de légitimité institutionnelle, mais politique. Ça a été noté tout à l'heure, le gouvernement n'a pas de majorité, c'est aussi peut-être ce qui en fait sa faiblesse politique, mais on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de contestation institutionnelle. Par contre, on a une violence de plus en plus forte sur les évocations autour d'Emmanuel Macron et également de la pratique, de la manière d'utiliser les institutions. C'est un peu comme si les conversations étaient autour du fait que le gouvernement n'aurait pas respecté les règles du jeu. Et il y a un fort respect des règles du jeu, mais les Français considèrent que autant les syndicats et peut-être même les oppositions, et particulièrement les oppositions de gauche, c'est ce qui est une surprise, se retrouvent dans une situation au centre de toutes les attentions et ont respecté les règles du jeu en tant qu'opposants, mais le gouvernement ne l'aurait pas fait et Emmanuel Macron ne les aurait pas respectés non plus. Merci Yves Sancy, on revient vers vous tout à l'heure, malgré la décision du Conseil constitutionnel qui, on le rappelle, a validé la procédure et l'essentiel de la réforme. On va parler de la stratégie d'Emmanuel Macron, stratégie de communication. Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre. Bonsoir Steve, bienvenue à vous. On le sait, Emmanuel Macron s'est donné 100 jours pour apaiser et continuer de réformer, les deux en même temps. Il était en déplacement dans le Loir-et-Cher aujourd'hui. Il a une nouvelle fois été, on peut dire, chaudement accueilli. Oui, déplacement sous haute sécurité ce mardi dans la ville de Vendôme. Le chef de l'État a visité une maison de santé pour ce 3e déplacement présidentiel depuis son allocution il y a une semaine. On rappelle que jeudi dernier, il était dans le département de l'Hérault où des manifestants et des syndicalistes l'attendaient sur place. Pour l'occasion, le préfet du département avait décidé d'interdire les casseroles. Et aujourd'hui, rebelote, un arrêté a été pris par son homologue du Loir-et-Cher avec une petite particularité cette fois, puisque non seulement les casseroles ont été interdites, mais aussi les rassemblements revendicatif. L'arrêté se base sur la législation antiterroriste et considère que l'interdiction de se rassembler est justifiée au regard du fait que le président représente une cible symbolique. Je précise que cet arrêté a été suspendu en fin de journée par la justice. La manifestation a quand même eu lieu, mais à distance de la maison de santé que visitait Emmanuel Macron. Et alors ces rassemblements bruyants, c'est aussi une façon de fêter les 1 an de la réélection d'Emmanuel Macron. Oui, les 1 an de la réélection d'Emmanuel Macron, c'était hier. Pour l'occasion, des concerts de casseroles étaient organisés un peu partout en France. Ils ont réuni parfois plusieurs centaines de personnes. À Rennes, on va le voir, les manifestants se sont retrouvés devant la mairie. À Marseille, ils se sont donné rendez-vous avec des casseroles et des ustensiles de cuisine sur le Vieux-Port. Même chose à Lyon ou encore à Paris, devant l'hôtel de ville où le rassemblement a viré à la manifestation sauvage. Le mot d'ordre, c'est toujours le même depuis une semaine. Non à la réforme des retraites promulguée par le chef de l'État. Écoutez. Il ne veut pas écouter le peuple, donc il ne veut pas écouter le fait que les gens appellent à la démission. Donc il faudrait que, déjà qu'il essaie de changer radicalement de voie, qu'il n'ouvre pas la voie aux extrêmes droites, comme il est en train de le faire, et qu'il s'engage dans ce qu'il a promis, dans un système social qu'il a promis d'améliorer. Les déplacements des ministres sont également ciblés. Oui, la visite à Lyon du ministre de l'Éducation nationale a été très fortement perturbée hier. Pape Ndiaye se rendait à l'Institut national du professorat et de l'éducation. Une centaine de manifestants, vous le voyez, l'attendaient. Sur place, on va écouter l'un d'entre eux. Pape Ndiaye, comme tout ministre, sera poursuivi par les bruits de casseroles tant qu'ils n'auront pas retiré leur réforme. Et puis deuxième élément, on a quand même un gros sujet de contentieux en ce moment avec le ministre sur la question de la revalorisation des personnels de l'éducation nationale. Et donc du coup, on tenait à se signaler à l'occasion de sa venue. Son retour à Paris, même comité d'accueil dans le hall de la gare de Lyon. On va le voir sur les images. Thomas, le ministre a finalement pu être exfiltré de la gare sans passer devant les manifestants. Alors plusieurs autres ministres ont été chahutés ces dernières heures. La secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Caubel, a même dû renoncer hier à un déplacement prévu dans le Val-de-Marne. Motif,
son dispositif de sécurité n'était pas tout à fait au point pour faire face à ces manifestants. Merci Steve pour ces explications. On reviendra sur ces concerts de casseroles dans un instant, mais on reste concentré là sur la stratégie de communication d'Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter une première analyse, celle de Philippe Moreau-Chevrolet, communicant et professeur en communication politique à Sciences Po. L'idée d'Emmanuel Macron, c'est de provoquer une nouveauté par jour. Ça peut passer par un clash, par une petite phrase. L'idée, c'est d'occuper le terrain le plus possible et que, comme c'est le président, tous les regards en France convergent vers le président. Donc on ne va parler que de ça. Donc ça, c'est le contexte, la description. Émilie, on a eu le grand débat. Là, c'est des petits débats, c'est ça ? Oui, si vous avez aimé le grand débat national, vous allez adorer les petits débats d'Emmanuel Macron. Alors, il faut dire qu'on a déjà commencé à le voir dans cet exercice depuis plusieurs jours. Depuis, en fait, la validation de la réforme par le Conseil constitutionnel. On l'a vu donc en Alsace le 19 avril. Il parlait de réindustrialisation. Puis après, dans l'Hérault, comme c'était souligné là par Steve le 20 avril, sur le thème de l'éducation. Et comme le disait justement Steve, toujours avec ce concert de casseroles qui le suivait. On va visionner d'ailleurs un extrait de l'une de ses prestations. Donc c'était sur le thème de l'éducation dans l'Hérault. Alors regardez bien, Macron qui parle, les autres autour de lui qui écoutent. On est vraiment dans un remake du grand débat national. Et donc le pacte, c'est de dire, et nous on fait le pari qu'il y a au moins un tiers des enseignants qui adhéreront, c'est de dire les tâches toutes les missions que vous voulez faire en plus, pour qu'elles soient pérennisées. Il faut que le système les reconnaisse et les paye mieux. Et donc là, en plus de cette augmentation du socle, entre 100 et 230 euros par mois, selon les moments de la carrière, il y aura justement quelque chose qui sera fait en plus, c'est défini avec le chef d'établissement, sur une base totalement volontaire, et qui va permettre de payer encore plus par mois. Ce qui permettra à des enseignants de toucher jusqu'à 500 euros par mois en plus. Voilà, on a toutes les explications techniques. C'était pareil au grand débat national, il y avait tous les éléments. Aujourd'hui, donc, sur les déserts médicaux dans le Loir-et-Cher. Le but, l'objectif de ces déplacements et de ces annonces? Alors, le principe, c'est simple. Faire passer la pilule de la réforme des retraites qui n'est décidément pas passée, en multipliant les contacts avec la population et puis en multipliant les annonces durant ces 100 jours d'apaisement et d'action. L'Élysée prévoit 2 déplacements par semaine de ce type. Le président, il en est convaincu, il l'a redit, si les choses se passent mal, c'est parce qu'il n'a pas été assez présent pour défendre sa réforme. Alors, il faut comprendre en creux que les autres, les ministres et puis la première ministre, n'ont pas fait le job en quelque sorte. Pourtant, si on regarde bien, toutes les critiques le ciblent personnellement. Donc, quelque part, cette personnalisation sur la réforme de retraite, elle s'est faite volontairement ou pas. En tout cas, elle est bien là. Est-ce que son pari peut réussir? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'Emmanuel Macron, il est souvent très bon dans cet exercice. En plus, il aime ça, yeux dans les yeux, convaincre chacun des bienfaits de son action, de sa politique et de ses résultats à venir, même de sa méthode. Mais bon, la démarche a donc des airs de déjà-vu, avec des résultats pour le grand débat national qui n'étaient pas forcément à la hauteur des attentes. Le grand débat, il ne s'est pas soldé avec des mesures qui ont été très frappantes. Et puis, point important, il avait été lancé plutôt avec succès au départ, mais à un moment où le président avait lâché. Il avait lâché la hausse de la taxe carburant qui avait été l'élément déclencheur de la crise des Gilets jaunes. Et puis, il avait distribué quand même quelques 17 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat. Donc, les Français ne sont pas dupes. Ils comprennent bien que là, Emmanuel Macron ne veut pas prendre en compte leurs demandes, leur mécontentement, ni sur les 64 ans, ni sur sa façon d'exercer le pouvoir qu'il juge autoritaire. Et sur ce volet, justement, de la démocratie, est-ce qu'il veut rouvrir le débat? Alors, il a parlé des conventions citoyennes, mais là aussi, il y a des doutes, puisque les premières tentatives, et notamment la Convention citoyenne sur le climat, n'ont pas vraiment convaincu les Français. Pourtant, ce président qui souhaite vraiment laisser une trace dans l'histoire, ça on le sent, il a peut-être une carte à jouer sur le renouvellement de la démocratie, une problématique à laquelle nombre de pays sont confrontés à l'heure actuelle. Ouvrir peut-être à des référendums, une participation plus active de la population aux décisions publiques, entamer en quelque part une sorte de révolution démocratique. En fait, c'est ce que le candidat Macron avait proposé en 2017, donc il a peut-être oublié ça. Mais son immobilisme sur ce volet pourrait lui coûter cher parce qu'en quelque sorte, ça déroule un tapis rouge à l'extrême droite. Et on voit une Marine Le Pen qui est prête, elle aussi, dans des bains de foule à l'heure actuelle. Elle est prête à recueillir tout simplement les voix de ces nombreux déçus en 2027. Alors, je voudrais qu'on analyse ensemble cette stratégie des petits débats, Céline Braque. Est-ce que ça peut imprimer, infuser dans l'opinion, en quelque sorte, donner le sentiment ou l'illusion d'une démocratie plus directe? Encore une fois, il y a une question de période. Et là, je pense que les Français, ça se voit,
ne sont pas prêts à écouter le président de la République. C'est trop tôt. C'est trop tôt, en fait. C'est comme je parlais de l'indigestion tout à l'heure, ou un deuil. C'est-à-dire qu'il y a une période, ça ne veut pas dire que le président est condamné à ne rien faire et à ne plus être entendu. Mais là, c'est trop tôt. Mais cette stratégie du dialogue, du débat, c'est bien ce que demandent quand même les gens. C'est-à-dire que l'idée du grand débat, je pense que c'était une bonne idée, puisque précisément ce que demandent les Français, c'est aussi de pouvoir redonner du sens à la démocratie. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que les Français ont le sentiment que leurs représentants ne les représentent plus. C'est vraiment ça que l'on voit dans nos enquêtes, c'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'il y a un corps qui s'est complètement détaché du corps social et que ces représentants-là ont pris leur autonomie en se détachant de leurs préoccupations. Et donc l'idée de pouvoir être à nouveau entendu, écouté, participer au débat, c'est vraiment quelque chose que les gens demandent. L'idée des référendums, c'est quelque chose qui plaît. Donc le grand débat, après tout, d'ailleurs ça avait été utilisé, il y a aujourd'hui des moyens modernes qui permettent, notamment via l'intelligence artificielle, mais pas seulement, de pouvoir écouter un grand nombre de personnes et de faire remonter beaucoup de préoccupations. Donc ça pourrait vraiment bien fonctionner, mais c'est pas le moment. Ouais, c'est encore trop tôt. C'est trop tôt. Si on regarde, Mathieu Souquier, juste en termes de communication, il y a cette idée peut-être d'essayer de saturer un peu l'espace médiatique chez Emmanuel Macron depuis 2-3 semaines. Est-ce que ça marche pour vous? Parce que non, nous, en tout état de cause, avec... Quand même, si on regarde les chaînes d'infos, alors on voit les casseroles aussi, mais on parle aussi du fond. Reprenons l'exemple des images que vous montriez à l'instant et qui font écho à ce que disait Céline. En réalité, on le voit parler du métier d'enseignant, de la revalorisation de leur rémunération, etc. Mais personne n'écoute le fond de ce qu'il dit et personne d'ailleurs dans la presse n'a commenté le fond du plan qui a été proposé pour l'éducation nationale. En réalité, personne, vous forcez un peu le trait. Il me semble que pour l'essentiel, en réalité, ça n'est pas ce qu'on retient. Mais ça n'est même pas ce qu'on ausculte. Ce qu'on regarde précisément, c'est la capacité que le président a à dialoguer de nouveau avec la population. On n'écoute pas véritablement ce qu'il dit. Et ça veut dire que les casseroles nous empêchent de l'entendre? Pour une raison assez simple. Là, quand même, le président de la République s'est beaucoup exprimé au cours des dernières semaines. Parce qu'il est tout le temps sur le terrain et qu'il fait à chaque fois un nombre de sons incalculable. Et on a l'impression qu'il s'arrête tous les 10 mètres pour redire à peu près la même chose. Et quand même, il a fait 3 interventions ou 3 allocutions en moins d'un mois. Et encore une fois, le pouvoir a fait le pari de la résignation de l'opinion. Sans voir que, plus que la résignation, il y avait une exaspération très forte. Et face à l'exaspération, précisément, on attendait un petit mea culpa, ce qu'aucune des 3 interventions en fait, n'a permis de faire, c'est qu'il n'y a pas du tout de mea culpa. On attendait à minima un petit « je vous ai compris quand même » ou « je vous ai entendu », et à chaque fois c'est « vous ne m'avez pas compris ». Et sans doute d'ailleurs que j'aurais dû parler davantage. Si j'avais parlé davantage à la place des autres, on m'aurait mieux compris. Donc il n'y a pas du tout de mea culpa et il n'y a même pas d'initiative politique. S'il y a une situation de crise, or tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'il y a quand même une situation de crise. Laurent Berger parle de crise démocratique, d'autres parlent de crise de régime. Le président de la République lui-même a consenti qu'il n'y avait pas de crise démocratique, mais quand même une crise sociale. S'il y a une crise, face à une crise, le pouvoir est tenu quand même de prendre une petite initiative, voire une grande initiative, comme le grand débat il y a 3 ans. Là, 0 initiative, donc 0 mea culpa et 0 initiative, ça ne peut en réalité qu'alimenter l'exaspération qui est déjà là. Ouais. Alors j'étais en train de communiquer avec la régie pour vous montrer un autre trait d'image du baromètre Odoxa Mascaré pour Public Sénat et la presse régionale sur la capacité d'Emmanuel Macron à répondre aux préoccupations quotidiennes des Français, parce que le qualificatif, vous le voyez, s'applique plutôt mal. On est à 82%, donc c'est vraiment un discrédit très fort sur cet aspect-là. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que il n'y a pas une part d'injustice après le quoi qu'il en coûte, je ne vais pas tout citer, mais le chèque énergie, le prêt garanti par l'État pour les entreprises d'artisans, etc., etc., etc. Oui, certainement, mais ce qui compte, c'est les aspirations des gens et la manière dont ils se projettent dans l'avenir. Parce que quand vous regardez le pouvoir d'achat ou les chiffres du chômage, ils ne sont pas mauvais en soi, simplement ils ne correspondent pas
à ce que les gens espèrent de leur vie ou à ce qu'ils imaginent pouvoir être la vie de leurs enfants. Et c'est ça probablement qu'Emmanuel Macron peine à comprendre aussi, parce que lui, il parle juste de chiffres, et là où probablement ça se joue sur un terrain émotionnel. Oui, mais donc ça veut dire que tout le crédit du président protecteur qu'on pouvait, d'ailleurs qui se sentait dans sa cote de popularité pendant 2 ans, il l'a perdu en 3 mois avec les retraites. Oui, mais enfin, c'est-à-dire c'est bien gentil de faire des chèques énergie quand vous êtes assez responsable, et à minima, en ne souhaitant pas le changer, du fait que les prix de l'énergie aient explosé en France. Ça fait 6 ans qu'il est président. Si on avait géré la filière nucléaire différemment en France et si on avait réformé la formation des prix de l'électricité, c'est bien gentil de dire « Regardez, je vous mets un pansement sur la blessure que vous avez », tout en étant responsable de la blessure ou co-responsable de la blessure elle-même. Je pense que les gens ne l'oublient pas. Quand même, il voit aussi l'état de l'école, il voit aussi, et quant au quoi qu'il en coûte, il voit aussi que ça fait exploser la dette de la France et qu'assez largement, ça n'avait pas d'utilité économique. Il fallait sauver les entreprises. Ça n'avait pas de sens, par exemple, de fermer les commerces dont on savait déjà qu'ils n'étaient pas des lieux de contamination. Mais moi, je crois surtout qu'on fait une erreur de diagnostic sur ce qui s'est passé pendant le grand débat. Oui, Emmanuel Macron a des qualités oratoires. Oui, il a une forme de charisme. Mais pourquoi a-t-il gagné à ce moment-là ? Parce que les Gilets jaunes s'essoufflaient de toute façon, parce qu'il n'y avait pas de traduction politique aux Gilets jaunes, il n'y avait pas de syndicat qui avait réussi à récupérer le mouvement ou à l'incarner, il n'y avait pas de parti politique, ni Marine Le Pen, ni la France Insoumise, ni personne n'avait réussi. Est-ce que c'est différent aujourd'hui ? Mais oui, c'est profondément différent aujourd'hui, parce que là on voit que la société française s'est ou en tout cas, elle est politisée. Il y a l'intersyndical. Il y a des oppositions. Oui, mais vous nous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment d'alternative politique non plus. Il n'y a pas d'alternative politique, mais il y a des gens qui sont présents dans le débat et il y a des rendez-vous démocratiques. Regardez d'ailleurs, on va bien voir, moi je pense que ça pourrait jouer en sa faveur, le rendez-vous du 8 juin. Vous savez, la fameuse niche parlementaire du groupe Lyotte qui doit présenter, essayer de faire voter une proposition de loi. Revenir sur les 64 de deux choses l'une. Soit effectivement, il y a une majorité. Alors on peut imaginer que la majorité essaie de faire de l'obstruction parlementaire, comme l'a fait la NUP. Je pense que ça serait prendre un risque parce qu'ils sont déjà crédités d'attitudes peu démocratiques. Mais de deux choses l'une. Soit effectivement, ils n'arrivent pas à empêcher le vote de cette loi-là, et de toute façon, il n'y a pas d'autre solution qu'une dissolution, soit pour le coup, ça lui redonne un peu d'oxygène en disant il n'y a pas d'autre majorité. Mais quoi qu'il en soit, ça n'est pas il surestime son talent personnel. Il a été élu parce que ça a été un accident. Non, mais je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas de talent. Il a compris plus intelligemment que les autres l'état des partis. Il a su se placer, se faire adouber par le système. Il a des tas de qualités. Mais ça n'empêche pas que c'était un alignement de planètes sans précédent. De la même manière que là, il bénéficie beaucoup de la nullité, en quelque sorte, des autres, ou à minima, dans ce que les Français en ressentent. Et ça ne veut pas dire, je pense que lui imagine qu'il est un génie politique. Je ne crois pas qu'il soit un génie politique. Je pense qu'il a quand même été assez fort en 2017 pour s'imposer de rien et avancer comme ça. C'était peut-être un coup marketing. Parce que François Hollande était empêché, parce que Manuel Valls c'était peut-être un coup marketing politique plus qu'un coup politique tout court. Moi, je pense que sa faiblesse... Pardon, mais je rappelle un élément de base, on l'a vite oublié, c'est le seul sous la Ve République à avoir été élu, réélu c'est ça, donc on ne peut pas lui enlever ça quand même. Mais simplement... Je ne dis pas pour autant que c'est un génie politique, je ne vais pas prendre parti, mais quand même. Sa fragilité ou sa faiblesse, et je pense que c'est ça qui fait écho au manque de préoccupation, au manque d'atteinte des préoccupations des Français, c'est qu'il a une vision très comptable en fait de la société. Donc hop, on va faire baisser le chômage, on va faire les impôts ci, les impôts ça, et finalement les Français lui renvoient la même chose. D'ailleurs, ils sont en train de préparer une plateforme où on va savoir presque les impôts qu'on va payer, ce que ça va nous renvoyer comme bien de la société. Donc c'est une vision très donnant-donnant. Et il y a pas de vision. Parce qu'il nous reste 5 minutes, je voudrais qu'on parle des autres personnalités. Il n'y a pas de vision d'ensemble pour embarquer tout le monde. La seule vision que les gens ont trouvée, c'est une vision contre lui. Il n'y a pas de vision politique sur où il nous emmène. Un dernier mot là-dessus, Jean-Sébastien. Oui, sur ce que je vous dis, sur le fait qu'il ne soit peut-être pas le génie politique qu'il est. Je ne dis pas qu'il n'a pas de qualité. Oui, il a été réélu, mais pourquoi a-t-il été réélu ? Parce que dans un paysage de confusion idéologique absolue, les institutions et le scrutin à 2 tours fait que celui qui est au centre gagne. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous voulez la parole, mais vraiment très vite, sinon on ne va pas pouvoir parler des autres. Il a été réélu, mais les 2 fois face à l'extrême droite. Ça change un peu la donne. Deuxième dimension, je pense que ce qui se passe aujourd'hui est de plus grave en fait pour Emmanuel Macron, c'est l'affaissement de son socle. Après les Gilets jaunes, sa base électorale, et je parle sous le contrôle de Céline, s'était consolidée, s'était renforcée et lui avait permis en fait de reprendre une dynamique. Aujourd'hui, c'est très différent. On voit bien que c'est un peu la fin du fan club. Ceux qui détestaient Emmanuel Macron... Il lui reste les 3/4 de ses électeurs du premier tour. Ouais, sauf que depuis l'usage du 49.3, par exemple, la moitié de sa base a considéré que c'était une très mauvaise manière. La moitié des Français considèrent qu'il y a des violences policières. Donc son socle s'effrite. Et là, pour le coup, c'est ce qui fait son affaiblissement du moment. Allez, on parle des personnalités politiques, parce que c'est aussi ce qui est passionnant dans le baromètre Odoxa Mascaret. Vous testez la cote d'adhésion et de rejet. On commence par l'adhésion avec un Édouard Philippe qui retrouve un niveau assez élevé.
Voilà, c'est ça. Il reprend 6 points. Il avait perdu beaucoup de points le mois dernier. Pour ceux qui ont loupé le dernier épisode, le mois dernier, tous les proches ou pas trop loin d'Emmanuel Macron, en tout cas qui pouvaient être considérés comme des soutiens de la réforme des retraites, avaient perdu énormément de terrain. Donc tout le monde regagne un peu de terrain, et donc Édouard Philippe le premier. Édouard Philippe, il faut quand même dire que dans notre code d'adhésion, donc on teste en tout 24 personnalités, c'est le seul qui a plus d'adhésion que de rejet. Tous les autres ont plus de rejet que d'adhésion. En réalité, ce qui se passe en ce moment, c'est que Emmanuel Macron tire vers le bas, pas en termes de niveau, mais en termes de popularité, la totalité des personnalités politiques. Au mieux, vous voyez, après Édouard Philippe qui a 40% d'adhésion, on a Marine Le Pen à 34% qui continue à gagner un peu de terrain. Qui est en deuxième position. C'est son meilleur score. Bruno Le Maire, 26%. Fabien Roussel qui gagne pas mal de terrain, 26% plus 4 points. Mais vous voyez, avoir des personnalités qui sont les plus populaires avec des niveaux à 26-34%, c'est franchement faiblard. Avec 2 personnalités Rassemblement National dans les 6 premiers, Mathieu Souquier, c'est quoi? C'est la normalisation réussie? Oui, alors, mais par ailleurs, même la séquence politique. On parlait tout à l'heure de l'ultraplasticité du macronisme. Le macronisme, depuis le départ, en fait, se pose comme l'ennemi et le rempart contre l'extrême droite. Et il y avait dans la promesse initiale du macronisme le dépassement, la réconciliation avec la politique et le recul de l'extrême droite. Alors, il n'en est rien, et en particulier depuis le début de ce quinquennat, quand même, qui n'est pas du tout le même que le précédent. Il y a sur la ligne politique un déport vers la droite. Je fais injure à personne en disant ça, en fait. Il y a dans le discours politique un déport encore plus fort vers la droite. Celui qu'on entend le plus, ou presque en ce moment, c'est précisément Darmanin. Et Darmanin, dans le fil de ce qu'il disait quand il dénonçait en fait la mollesse de Marine Le Pen. Et on voit bien que... pas perçu comme ça par les électeurs de droite, justement. Alors, en attendant, la ligne politique se déporte vers la droite, le discours politique se déporte encore plus vers la droite, et le débouché politique, on le voit à travers les sondages, c'est à partir de la ligne politique défendue quand même, une extrême droite qui ne cesse de monter. Alors, et puis je vais donner le podium du rejet. Éric Zemmour à 63% de rejet, Jean-Luc Mélenchon, Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau, Éric Ciotti et Marine Le Pen, qui est dans les 6 personnalités les plus rejetées par les Français. Je termine avec vous, Yves Sancy, une intervention assez courte, s'il vous plaît, parce qu'il y a un élément qui, moi, m'a surpris, ou en tout cas intéressé, sur les personnalités de gauche. Il y en a une qui tire son épingle du jeu dans les réseaux sociaux, c'est François Ruffin. Expliquez-nous. Alors, en effet, ça peut paraître surprenant compte tenu de l'ensemble des commentaires qu'on entend d'abord sur la France insoumise depuis les débats et ensuite sur les hauts niveaux du Front National. Mais sur les réseaux sociaux, où on a un champ lexical, comme je le disais tout à l'heure, qui explose sur les termes de crise, de révolution, de censure, c'est François Ruffin clairement, qui sort son épingle du jeu. Il réalise l'exploit de présenter plus de 45% d'opinions positives dans les engagements des conversations. Et ça a probablement du sens, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très évident quand on observe le paysage médiatique. Merci beaucoup, merci Yves Sancy, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Évidemment, on se donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau baromètre Odoxa Mascaré pour Public Sénat et nos confrères de la presse régionale. Je vous dis à bientôt sur notre antenne.